d'un cas veut dire chaque scénario. Alors? Vous m'avez menti, je peux plus vous faire confiance. 1 heure de la vie d'un homme libre vaut mieux que 100 ans de la vie d'un esclave. Nous allons modestement créer ensemble un chef-d'œuvre. Comme à chaque fois. Voici l'auteur, Edmond Rostand. Aujourd'hui, un acteur aussi discret que talentueux, Olivier Gourmet, est l'invité de À l'affiche. Bienvenue à tous et bonjour Olivier Gourmet. Bonjour. Merci beaucoup d'être avec nous. Alors pour commencer, il va falloir m'expliquer quelque chose. Comment, en ayant tourné dans une centaine de films, en étant l'acteur fétiche des frères Dardenne, en ayant gagné un prix d'interprétation à Cannes, comment encore aujourd'hui vous êtes tout sauf une star, comme on dit? Ah, c'est une culture de vie, c'est un parcours singulier, c'est-à-dire que j'évite quand même au maximum tout ce qui est interview en dehors de la promotion d'un film, donc de mettre en avant les films, les histoires, les réalisateurs, donc ce qui est destiné au public et non pas à ma personne, et donc voilà, d'être discret sur ma vie, sur ce que... Voilà, juste participer aux promotions des films et éviter tout le reste. Une pudeur qui vous caractérise bien. Alors, on va parler aujourd'hui justement d'un film dont vous êtes à l'affiche, Une intime conviction, qui revient sur une histoire vraie, l'affaire Viguier, du nom de Jacques Viguier, déclaré non coupable en première instance du meurtre de sa femme et qui est jugé à nouveau en appel. C'est là en fait que vous intervenez puisque vous jouez son avocat, le très célèbre et très médiatique Éric Dupond-Moretti. Avant toute chose, bande-annonce. Tenez. Dans la baignoire, vous voyez du sang. Vous savez, madame, qu'il y a de nouvelles écoutes téléphoniques au dossier? Oui. Ah bon? Vous en pensez quoi, vraiment? Il est persuadé de la culpabilité de Viguier, il n'en démord pas. Ce mec-là, je vais le harceler, faire en sorte qu'il y ait des rumeurs qui courent. Hein. Ouais, t'as pas le droit de faire ça. J'ai pas le droit de faire quoi? Vous m'avez menti, je peux plus vous faire confiance. Si je vous l'avais dit, vous m'auriez pas confié les écoutes. Faites-moi confiance une dernière fois. Alors, comment est-ce que vous êtes préparé pour incarner ce ténor du barreau qui est Éric Dupond-Moretti? De différentes manières. Tout d'abord, Antoine Rimbaud, le réalisateur, nous a fait suivre, avant le tournage, un mini-stage de formation judiciaire, on va dire. C'est-à-dire qu'il avait invité un avocat pénaliste qui nous a parlé pendant une journée pratiquement entière, une bonne journée, de toute la procédure judiciaire dans un tribunal. Donc comment ça se passe, qui prend la parole, à quel moment, qu'est-ce qu'on peut faire, qu'est-ce qu'on peut pas faire. Parce que bon, c'est pas comme aux États-Unis où on fait objection, votre honneur, etc. Parce que c'est vrai, moi j'ai assisté à différents procès, parce que je suis friand de ça. Et c'est vrai que quand on se dit souvent, mais pourquoi l'avocat n'intervient pas, pourquoi il ne bondit pas, pourquoi il ne surgit pas. Ouais. Non, ça se passe pas comme ça. Il y a toute une procédure, il y a un temps de parole pour chacun et à chacun son tour. Voilà, donc on a été rodé à ça. Et puis le lendemain, Antoine avait, après nous avoir donné beaucoup de matière, donc des procès-verbaux réels donc de l'affaire, une certaine partie des écoutes, tout un tas de documentation, des images qu'il avait tournées lui-même dans les coulisses du procès, etc. Il nous avait demandé, il faisait venir à la barre, une fausse barre, nous déjà en costume, avec une robe, jouant un avocat. En ce qui me concerne, il y avait l'autre acteur qui faisait le président, de poser des questions à ces témoins qu'il invitait. Dans ces témoins, il y avait des témoins fictifs qu'il avait drillés, qui était le policier qui avait mené l'enquête, et puis il y avait 2 vrais témoins. Il y avait l'ex-compagne à l'époque du procès de Jacques Viguier, Émilie, et il y avait un ami de Suzanne Viguier. Donc vous étiez vraiment immergé dans l'affaire. Et on devait trouver les questions, mais au sens concret, presque élève, comme dans une école, les questions qu'un avocat de la défense pourrait poser à ces témoins-là, à ce moment-là, en ayant connaissance, un tant soit peu, on n'avait pas la parfaite connaissance, évidemment, du dossier, et pour se rôder à ça. Alors après, j'ai rencontré Éric Dupond-Moretti. Vous l'avez rencontré? Oui, je devais le voir plaider à Albi, malheureusement, le procès a été reporté, donc... On a modifié les dates de tournage pour que je puisse le suivre sur un procès pas très loin de Paris, à Melun, où j'ai pas eu l'occasion de le voir plaider malheureusement parce que je devais repartir sur le tournage. Et je partais avec lui le matin en voiture, je le regardais toute la journée, je l'écoutais, mais vraiment focalisé sur lui, ses gestes, sa façon de bouger, ses mimiques, comment il s'exprime même quand il n'a pas la parole, comment il boit, comment il fume, comment il bouge. On allait manger à midi ensemble, le soir on repartait en voiture ensemble, on allait dîner ensemble le soir. Pendant 2 jours, voilà, je l'ai écouté. Et puis de l'autre côté aussi, je m'étais informé, j'avais lu des bouquins, enfin déjà tout ce qu'Antoine nous avait donné. Et puis bon, comme je vous disais, j'étais friand d'affaires judiciaires
pas tout le temps, mais et je me rappelais de Dupond-Moretti, la première fois que je l'ai vu, et j'ai appris un temps soit peu alcoolique, c'était sur l'affaire Doutreau. Et j'avais déjà senti en lui quelqu'un avec une profonde humanité. Et on va écouter justement le principal intéressé qui a vu le film Une intime conviction, qui a l'air d'avoir apprécié Éric Dupond-Moretti. C'est un film fantastique parce que c'est l'apologie du doute. Le doute, c'est une règle essentielle dans notre justice. Le doute, il est parfois bafoué. Ici, il a été respecté, vous le savez, Viguier a été acquitté. Et ce film démontre les mécanismes qui conduisent au doute. Voilà, il le dit très bien, Éric Dupond-Moretti. Le film est surtout sur la machine judiciaire et ce qui forge cette fameuse intime conviction. Dans cette dernière plaidoirie, puisque je crois que ce sont exactement ces mots, oui. Il rappelle l'importance du doute. Oui, absolument. La justice française, au niveau pénal, est fondée sur le doute. Le doute doit profiter à l'accusé. On ne peut en aucun cas condamner quelqu'un à partir du moment où il y a un doute réel, sans aucune preuve matérielle, et ici, singulier, même sans cadavre, puisque c'est quand même aberrant que Jacques Viguier soit... D'ailleurs, c'est pas élucidé. Voilà, n'est toujours pas élucidé, qu'on amène au tribunal sur le banc de l'accusation un homme accusé d'un meurtre dont on n'a même pas le cadavre ni aucune preuve matérielle. Donc la loi, comme il le dit, du doute est fondamentale de la justice française. Et donc si on ne respecte pas cela, ben, on bafoue la justice. Alors, on juge, mais on ne rend pas la justice. On vous voit ici avocat pénaliste, mais on vous a vu évidemment patron de bar dans Sur mes lèvres, ministre dans l'exercice de l'État, ou encore plus récemment Coquelin Cyrano dans Edmond d'Alexis Michalik. Vous avez un côté un peu caméléon qui vous permet de tout jouer. Alors certains l'expliquent par un physique passe-partout, comme on dit, mais pas que. Écoutez. C'est un acteur qui travaille. C'est un acteur qui arrive devant la caméra, qui arrive avec ses autres partenaires de jeu, qui arrive sur le plateau, en sachant que le plateau, c'est un univers où le temps est très spécial, où il y a la disponibilité doit être immédiate, parce qu'il y a tellement de contraintes de toutes sortes, que si l'acteur n'a pas travaillé, ne s'est pas préparé intérieurement, n'a pas une proposition, c'est assez compliqué. Et il vient toujours avec une proposition. Et cette proposition, elle vaut pour la scène, pour la réplique et pour l'ensemble du rôle. Le travail clé de votre réussite, Pierre Scholler au micro de Julien Sauvager, le réalisateur, il vous a dirigé dans l'exercice de l'État, plus récemment dans Un peuple et son roi. C'est intéressant qu'il utilise ce terme travail, puisque vous incarnez souvent des personnages dits un peu ordinaires, justement, au travail. Et quand vous n'êtes pas sur un plateau de cinéma, vous avez à cœur de rester proche de cette notion du travail, il me semble. Oui, je dis toujours... Bon, ce qui me touche en tant qu'acteur, mais c'est un plaisir d'acteur, c'est pas un engagement social ou politique ou autre, c'est de décortiquer l'âme humaine. Et on ne peut mieux décortiquer l'âme humaine qu'à travers des gens ordinaires, c'est-à-dire des gens qui nous touchent, qui nous émeuvent, qu'on pourrait croiser au coin de la rue, et qui peuvent nous ressembler dans certaines situations, plus que les héros de cinéma, etc. Même si, en tant que spectateur, j'aime le divertissement, et j'aime ça aussi. Mais en tant que plaisir d'acteur, c'est vraiment de chercher ce qu'est l'essence même, l'ADN, ce qui anime un être humain et qui fait qu'il est ce qu'il est au moment où l'histoire, le film arrive. Voilà, incarner un personnage, c'est comme il le dit, c'est beaucoup de travail parce que c'est un devoir d'information. Ça dépend quel type de film, évidemment. Je viens de vous en parler sur le divertissement, où ici, c'est plus complexe puisqu'on a un être qui existe toujours, qui est toujours vivant, dont on doit respecter ce qu'il est, sa fonction, l'être humain. Voilà, donc ça demande une somme de travail, d'information, de lecture, etc. Et puis simplement le travail d'acteur, de connaître son texte, parce que vous voyez, ici, la plaidoirie, elle fait 12 minutes. Si vous arrivez ce jour-là sur le plateau et que vous connaissez mal votre texte, vous perdez énormément de temps. Et aujourd'hui, l'argent est de plus en plus difficile à obtenir pour certains types de films. Il faut toujours aller plus vite, il faut être efficace, il faut être là, il faut aider. Puis c'est le but, c'est de faire un film ensemble et de le porter à l'écran, pas... Voilà, donc c'est important de travailler. J'étais ravi, notamment sur Edmond, voir des jeunes comédiens qui arrivaient avec aussi une somme de travail. C'était assez jouissif de voir ces jeunes qui arrivaient en connaissant leur texte, mais à la perfection. Alors, il y en a deux qui ne se sont pas trompés sur votre capacité un peu à tout jouer. Vous êtes un peu leur acteur fétiche depuis La Promesse, les frères Dardenne. Vous diriez que c'est vraiment avec eux que vous partagez une même vision du cinéma ?
Une certaine vision du cinéma. J'aime leur vision du cinéma. Il y a d'autres réalisateurs que j'aime beaucoup, notamment comme Pierre Scholler, avec qui j'ai déjà fait 3 films, et qui est très différent des Frères Dardenne. Ce ne sont pas les mêmes réalisateurs, mais c'est vrai que les Frères Dardenne ont été les premiers à me faire jouer au cinéma, et c'est vrai que j'ai rencontré tout de suite chez eux quelque chose de sensible et de commun avec moi, donc c'est-à-dire justement parler des gens ordinaires, et avec ces gens ordinaires, raconter une histoire qui devient universelle, donc qui parle à tout le monde, qui est sensible, qui interpelle, qui répond pas, qui juge pas, qui donne pas de leçons, mais qui interpelle le spectateur. Et heureusement que les médias, la culture, que ce soit la littérature, la musique, le cinéma, le théâtre, est encore une tribune où on a droit à la parole et à sensibiliser les gens. Un droit de regard et de parole qui devient de plus en plus difficile à obtenir. Eh bien, on va finir avec un coup de cœur culturel, place encore à la culture. Je crois que vous avez choisi de nous parler de musique et de Thomas Fersen. Pourquoi ce choix ? C'est quelqu'un, je trouve, dont on ne parle pas assez, qui a un vrai rapport à la langue française, une vraie poésie, un sens profond aussi de l'humain. Voilà, et donc j'ai toujours aimé les jeux de mots, les textes qui sont très travaillés, une musique légère, presque populaire. Et voilà, j'avais envie de le mettre en lumière parce que c'est quelqu'un que j'ai rencontré et que j'aime beaucoup. Et dont on ne parle pas assez, voilà. Et je sais qu'il est là dans les mois à venir, en concert à travers la France. Donc voilà, j'avais envie de me faire ce petit plaisir-là, de parler de Thomas Fersen. Le tir est rectifié. Merci beaucoup, merci Olivier Gourmet, d'être venu nous parler de Une intime conviction, premier film d'Antoine Rimbaud, notamment aussi avec Marina Foïs. Merci aussi à vous de nous avoir suivis. N'oubliez pas de nous retrouver sur france24.com ainsi que sur tous nos réseaux sociaux. On se quitte donc avec Encore cassé de Thomas Fersen, en ce moment en tournée dans toute la France. Je vous laisse découvrir et vous dis à très vite. Encore cassé. Résultat de l'aventure avec cette Cendrillon. Quand j'ai reçu la facture, il y en avait pour du pognon. Et ça finit donc très mal pour lui puisque nous